Bonjour à tous et merci d'être venus à cette animation. Donc, par rapport à l'agroécologie, c'est aussi porter un autre regard sur les processus et ce monde, enfin, la nature, les objets de la nature, ce qu'ils vont faire en fait, qui seront utilisés, enfin modifiés ou utilisés par la pratique. C'est-à-dire que bon, on est dans de l'écologisation des pratiques, mais écologisation de l'agriculture aussi. Donc aujourd'hui, on a un regard d'ethnologue sur cette écologisation, et donc et en particulier donc une relation à la nature, aux objets de nature. Donc je te laisse la parole, Aurélie. Oui. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, je propose une incursion en sciences sociales aujourd'hui. Plus particulièrement en ethnologie, pour questionner la transition écologique, la transition agroécologique qui transforme profondément le quotidien des praticiens de tous les jours. Mon discours donc porte sur les praticiens donc en France, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes donc, qui sont du CIRAD, et donc là je vais vraiment parler des praticiens en France, avec des digressions en fait dans d'autres cultures, pour justement prendre un peu de recul sur ces pratiques françaises. Et le dernier point, c'est que je ferai beaucoup de va-et-vient en fait entre différentes échelles, à la fois une réflexion sur l'agroécologie, mais aussi une réflexion sur les questionnements beaucoup plus larges de notre société. Donc voilà, je vais faire des allers-retours, ce qui risque d'être un petit peu inconfortable pour l'écoute. Alors, je vous parle en fait aujourd'hui avec deux casquettes. D'une part, avec la casquette de chercheur associé à l'UMR Innovation, où je travaille donc avec des maraîchers Nature et Progrès, dont je vais parler tout à l'heure, et également avec la casquette de Montpellier Supagro, l'Institut de Florac, où en fait je travaille sur ce qu'on appelle les savoirs agroécologiques, avec toutes les incertitudes et le flou autour de cette dénomination. Notamment dans le contexte du plan Enseigner à produire autrement du ministère en charge de l'agriculture. Et pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, l'Institut de Florac est un institut d'appui à l'enseignement technique agricole. Donc on forme des profs de l'enseignement agricole, donc on leur offre des stages et des outils pédagogiques. Donc ce travail que je vous présente aujourd'hui tient à la fois du travail de recherche, mais aussi du travail d'ingénierie. Le cœur de ma communication porte sur l'étude des liens donc, des praticiens agricoles aux objets de nature pour répondre aux enjeux agroécologiques, donc notamment l'augmentation de la complexité et de l'incertitude dans les agrosystèmes. Et ces enjeux, selon moi, entrent complètement en résonance avec les questionnements de notre société. Donc ma recherche se porte sur en fait l'agronomie et l'environnement, donc dans le contexte d'incertitude dans l'action de reconceptualisation des systèmes agro-environnementaux. Je m'appuie sur les réflexions en ethnosciences, dont Audricourt était l'un des fondateurs, donc pour ceux qui connaissent, puisqu'il a travaillé sur les techniques. Donc je m'appuie sur l'ethnoscience, puisqu'en fait cela me permet de relier à la fois l'univers mental humain avec son environnement, et de comprendre l'organisation du savoir-environnement sur cet environnement, du savoir humain sur cet environnement. Mon entrée de recherche donc, se fait par les représentations qu'ont les acteurs. Et là, je vais citer Descola, donc, qui est un anthropologue, un ethnologue qui travaille en anthropologie de la nature, et qui dit en fait qu'on ne peut pas séparer les modalités d'usage du milieu avec leur forme de représentation, puisque c'est à cette seule condition que l'on peut montrer comment la pratique sociale de la nature s'articule tout à la fois sur l'idée qu'une société se fait d'elle-même, sur l'idée qu'elle se fait de son environnement matériel et sur l'idée qu'elle se fait de son intervention sur cet environnement. Et c'est par cette entrée-là que je rejoins en fait les questions d'agronomie des pratiques. Et tout ça en fait dans un contexte où j'ai fait ma thèse dans le laboratoire d'écologie du paysage de Françoise Burel, donc il y a déjà quelques années. Donc voilà, ça vous donne un petit peu la teinte de cette présentation. Au niveau du plan, donc je vais faire une introduction par le contexte agronomique et social que vous connaissez beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Ensuite, je ferai une digression historique pour comprendre la remise en cause de la vision actuelle naturaliste, donc que je définirai par la suite. Ensuite, je reviendrai sur un peu plus de concret avec mon terrain, donc en Cévennes auprès des maraîchers Nature et Progrès.
Je présenterai les résultats de ce travail qui permettront de revenir en fait en lien avec les enjeux agroécologiques même, et je terminerai donc par une conclusion rapide. Alors au niveau du contexte, là sur cette partie de contexte, je m'appuie beaucoup sur l'article de Nathalie Girard de 2014, qui explique justement donc tout cet historique et les savoirs qui sont liés à cet historique. Et puisqu'en fait, ce qui nous intéresse ici, c'est le type de savoirs qui sont mobilisés, puisque dans l'agronomie d'après-guerre, en fait, l'agronomie s'est développée comme une science problem-oriented pour atteindre des objectifs d'augmentation de productivité. Donc les agrosystèmes sont considérés comme stables grâce à la rationalisation, ce qui signifie une suppression des perturbations, autant que possible, une réduction de la diversité de l'environnement, si bien qu'on aboutit à un agrosystème d'où le risque cherche à être éliminé. Et même d'un point de vue économique, en fait, et juridique, comme par exemple avec les assurances, on essaie de gérer tant bien que mal le risque et les aléas climatiques. Là, je parle uniquement du contexte agronomique. Dans ce contexte, donc, on aboutit par exemple à un zonage des espaces relativement clair, avec aussi des guillemets, entre par exemple le sauvage et le domestique, où le domestique est préservé de l'impact du sauvage qui est cherché à être jugulé au maximum. Chevassiot-Louis, par exemple, considère que les sciences agronomiques se sont spécialisées et orientées vers un réductionnisme transformant les questions complexes en objets monodisciplinaires. Et Bernard Hubert, par exemple, parle de rupture épistémique, puisqu'il y a eu rupture entre les savoirs et les techniques, entre les praticiens de terrain et les scientifiques en laboratoire. Les scientifiques produisaient des connaissances que les agriculteurs appliquaient. Bon, là aussi, c'est à la louche. On parle d'une approche des ressources naturelles de type command and control. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que l'agriculture d'après-guerre est liée à une certaine vision du monde, où il s'agit de contrôler un environnement qui se réduit à des ressources, d'où est exclu tout risque agronomique, et l'homme cherche à contrôler complètement son agrosystème. Alors, dans ce décor, en fait, dans les années 70, arrivent les crises sanitaires et environnementales. Et là, il y a une remise en question par la société, et ça c'est important, du modèle productiviste. Et ce qui est important, c'est le fait que la société remette en question ce modèle-là est important puisque c'est elle qui remet les savoirs scientifiques en question, dans tous les sens du terme, puisque en fait les savoirs scientifiques ne réussissent pas à résoudre complètement les problèmes environnementaux. Et c'est la société qui, elle, fait appel aux savoirs dits, alors là, locaux, paysans, enfin, toutes les dénominations sont nombreuses, pour justement essayer de résoudre, enfin, de trouver des solutions. Et cette situation de remise en question des savoirs scientifiques va de pair avec le développement des ethnosciences, notamment suite à la conférence de 92 de Rio, où là, il y a une reconnaissance des savoirs locaux comme moyen de protéger la biodiversité. L'intérêt pour ces savoirs locaux se développe donc en agriculture pour tenter de résoudre de nouveaux problèmes, puisqu'aujourd'hui, il y a réintroduction de complexité, d'imprévus et de risques dans les agroécosystèmes, si bien qu'aujourd'hui, on place de fait l'agriculteur, on le déplace d'une position en fait, où il doit sortir de sa vision, où il contrôle la nature, où il appliquait des solutions données par la science, là aussi c'est très schématique ce que je dis, à une situation où il doit composer avec elle, où il doit faire avec des éléments qui ne sont pas toujours contrôlables, et là il doit faire tout ça en tant qu'acteur de ses propres décisions. Donc on se rend compte quand même du bouleversement que ça induit, qui en fait est en lien avec la base même socio-culturelle de notre société. Donc là on se rend compte que les enjeux sont quand même gigantesques. Aujourd'hui, donc sur l'agroécologie, beaucoup de scientifiques constatent que pour tenter de résoudre les crises environnementales et sortir d'un modèle agronomique qui est source de crise sanitaire et environnementale, il s'agit de prendre en compte les dimensions biologiques de l'agroécosystème dans leur diversité. Miguel Attieri précise même qu'il s'agit d'imiter la nature, si bien que les processus écologiques et les entités non humaines prolongent l'action de l'homme, ou sont censés prolonger l'action de l'homme, et il y a une espèce de délégation de pouvoir dans les nature-like ecosystems. Alors ça a deux types de conséquences. Un type de conséquence par rapport aux pratiques, puisque là, en fait, la question, c'est de savoir comment s'inspirer des savoirs locaux sans les réduire à des recettes, puisqu'en fait, l'intérêt de ces savoirs locaux, ils sont créés dans des cosmogonies qui leur donnent sens. Si on les décontextualise, ça devient des recettes qui risquent de devenir inopérantes. Donc comment on fait pour les utiliser ? Là aussi, une autre question, c'est comment s'en emparer, puisque ce sont des savoirs hybrides,
Et là, je vous renvoie au texte de Florence Pinton qui trace l'historique en fait de ces savoirs locaux et le fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus séparer le savoir scientifique d'un côté, les savoirs empiriques, prendre les savoirs empiriques. Aujourd'hui, on est complètement dans l'hybridation et donc du coup, ça devient extrêmement compliqué de les délimiter. Et la deuxième série de questions porte sur les questions ontologiques, puisque ma question qui me porte, en fait, c'est comment peut-on questionner ces pratiques sans questionner son rapport à la nature. Et on change totalement d'approche vis-à-vis de la nature, puisqu'on passe d'un statut de gestionnaire qui a tout sous son contrôle, ou qui cherche à avoir tout sous son contrôle, à celui de quelqu'un qui doit faire avec une présence qui est imprévisible et mal connue. Donc ça renvoie à un rapport nouveau au monde, et ça rejoint en fait toutes les questions de notre société qui touchent à ce qu'on appelle, enfin ce que Max Weber appelait le désenchantement du monde, où aujourd'hui ce désenchantement est fortement remis en question, où au contraire les acteurs cherchent à réenchanter le monde. Réenchanter le monde, ça veut dire par exemple, alors là je risque de vous faire sourire, mais c'est par exemple réintroduire la magie du monde. Et par magie, c'est par exemple réintroduire l'incertitude, réintroduire la non-gestion totale et en tous les cas réintroduire une gestion qui ne soit pas uniquement technique et désincarnée. Donc ça veut dire que quand on touche les pratiques agroécologiques, on remonte à toutes ces questions-là sociales. Donc voilà, c'est un peu gigantesque comme question. Alors là, je vais commencer ma digression historique et je vais vous emmener loin, puisqu'on remonte à la période des chasseurs-cueilleurs et plus particulièrement à la période qui concerne la révolution néolithique. Enfin, la période dite appelée révolution néolithique, qui généralement est justifiée en fait par différentes raisons, dont deux que je vais traiter aujourd'hui. La première traitée dans l'ordre traité aujourd'hui, c'est le besoin croissant de nourriture suite à une croissance démographique. Argument d'ailleurs qui se répète aujourd'hui. Et la deuxième, c'est la tendance innée de l'homme à domestiquer son milieu. Alors, en ce qui concerne le besoin croissant de nourriture, cette hypothèse est démontée notamment par Marshall Salins, puisqu'il a démontré que les chasseurs-cueilleurs pouvaient passer en tous les cas 3 à 4 heures en moyenne sur l'année par jour à travailler. Donc si jamais ils avaient eu besoin de plus de nourriture, ils auraient pu travailler plus, surtout que Marshall Salins, en fait, montre qu'il y avait vraiment une sous-utilisation des capacités de production. Et donc, par exemple, Covin, qui a également travaillé sur cette période, parle de paradoxe écologique, puisqu'il dit qu'il n'y avait pas besoin, les chasseurs-cueilleurs n'avaient pas besoin de plus de nourriture. Il y a des tests qui ont été faits à la fin des années 60 avec un archéologue qui a utilisé une faucille en silex pour récolter du blé sauvage. Et en 1 heure de travail, il a récolté 1 kilo de grains. Donc il a fait des calculs et ça revenait à 3 semaines de travail pour avoir des provisions pour 1 an. Donc on se rend compte, tous les chercheurs qui se sont penchés sur ces données-là constatent que les chasseurs-cueilleurs subvenaient très très bien à leurs besoins et qu'il n'y avait absolument pas besoin d'agriculture. La tendance, le deuxième argument, donc la tendance innée de l'homme à domestiquer son milieu, en fait, il n'existe toujours pas encore aujourd'hui dans différentes sociétés. Il existe uniquement chez nous en Occident. Par exemple, là je vais prendre des modèles d'agriculture. Par exemple, en ce qui concerne la domestication végétale, les Indiens d'Amérique du Nord entretenaient une relation étroite avec le maïs, puisqu'ils l'appelaient la mère maïs. Donc en fait, c'était un membre de leur famille, c'était une relation endogamique. Donc quand on a une relation endogamique avec un végétal, on ne va pas le dominer, le contrôler et être dans un rapport de productivité. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne cherchaient pas à produire beaucoup de grains, ça, on est bien d'accord. D'ailleurs, il y avait un observateur à la fin du XVIe siècle qui a regardé donc, les cultures des 3 sœurs, comme on les appelle, donc le courge, haricot et maïs, et sur une parcelle en Amérique du Nord, à l'est du Mississippi, la production de ces 3 sœurs donc, était supérieure à la production de blé à la même époque en Angleterre. Donc voilà, on se rend compte que les productions étaient loin d'être mauvaises, mais la production n'était pas du tout dans un sentiment de domination, et ni de la plante, ni des terres, puisque les terres n'étaient pas propriété privée. Le maïs était semé, les Indiens partaient, revenaient à la récolte, et les terres n'appartenaient à personne, en fait. En ce qui concerne la domestication animale, là je vais prendre l'exemple en fait, des Nuer, par exemple en Afrique de l'Est, qui là élevaient des bœufs, enfin ils élevaient des taureaux et des bœufs, mais c'est les bœufs qui étaient très prisés.
Et là, ils ne mangeaient absolument pas la viande. Ils mangeaient la viande des animaux qui mouraient de leur belle mort, on va dire. Et les bœufs servaient uniquement comme système d'échange et comme source de poésie. Les Nuer faisaient des poèmes pour valoriser les bœufs. Ils décoraient de pompons. Voilà. Donc on n'était pas du tout là non plus dans une productivité. Alors peut-être qu'on cherchait à avoir des plus beaux pompons, mais on n'est pas dans une domination de la production de l'animal comme production. Donc en fait tout ça pour vous montrer qu'il y a des systèmes agricoles. Le nôtre n'est qu'un parmi d'autres et que la révolution néolithique a pris donc déjà plusieurs milliers d'années et qui a donné vie en fait à des modèles agricoles dont le nôtre est un des aboutissements en fait et qui est un choix complètement culturel. Alors le deuxième point historique sur lequel j'aimerais venir maintenant, c'est ce qu'on appelle la séparation homme-nature, donc chez nous en Occident. Donc, qui a commencé à ce moment, puisque là, effectivement, dans les modèles agricoles, il y en a certains qui sont orientés plutôt sur un système plutôt productiviste et de contrôle de la nature. Cette séparation de la nature, là, faute de temps, en fait, j'ai tendance à mélanger un petit peu séparation et domination de la nature. Donc, ça mériterait beaucoup plus de temps, mais bon, voilà, je suis obligée d'aller un peu vite. Mais en fait, la séparation de la nature a vraiment pris du sens en Grèce, avec le développement de la phosis, qui a donné la physique, où là, en fait, le développement de l'écriture permet d'avoir un regard réflexif et donc distancié sur la nature qui devient un objet d'observation rationnelle. Ce mouvement se poursuit, alors là on passe carrément au XIIIe siècle en Europe, avec Thomas d'Aquin qui représente un mouvement majoritaire où là la nature est au service de l'homme et donc celui-ci a le devoir d'en prendre soin. Et donc par exemple pour revenir au texte de la Genèse, il y a eu plusieurs traductions en fait qui sont acceptées. Il y a la thèse qu'on appelle la thèse du despotisme, où là la nature est vraiment au service de l'homme, la thèse plutôt du métayer, où là la nature est au service de l'homme, et du coup l'homme doit quand même réfléchir, avoir un sens des responsabilités dans la gestion. Mais dans les deux cas, l'homme s'exclut en fait de la nature, puisque c'est quelque chose dont il doit prendre soin, dont il doit gérer. Cette rupture se poursuit au XVIe avec l'humanisme, l'apparition de l'humanisme, et là c'est vraiment important puisque l'homme devient au centre du monde, c'est-à-dire qu'il observe le monde, il est l'observateur et le monde tourne autour de lui. Le mouvement se poursuit en fait à la Renaissance, la période des Lumières, le cartésianisme, etc. Donc on voit par exemple que Descartes, c'est un maillon d'une chaîne qui remonte de plus de 2000 ans avant lui, quoi. Donc, et donc ça se poursuit en fait, sur des modèles en fait, qui se veulent en réaction avec l'Église, qui maintenait en fait, le pouvoir sur la société grâce à l'obscurantisme. Et donc il y a eu une partie de la société qui a pris le pendant en fait, de ce mouvement d'obscurantisme et l'opposé en fait. L'opposé des superstitions, des croyances, du manque de connaissances, c'était l'accumulation de connaissances qui justement s'éloignent de l'aspect de croyances et de superstitions et donc qui sont rationnelles, objectives, neutres. D'où l'apparition vraiment d'une pensée scientifique. Voilà. Et donc la nature se réduit à une mécanique dont on peut expliquer les lois. Et l'aboutissement, on veut dire, suprême de ce modèle-là, c'est l'ingénieur, qui est le produit en fait, d'une éducation savante et laïque sur le monde. Et pour lui, un problème technique, c'est une solution technique. Et d'ailleurs, l'ingénieur était, au sens où il était créé, au début, c'était vraiment un serviteur des citoyens pour le bien-être des citoyens. Donc c'était vraiment quelque chose de très positif, grâce justement à l'éducation laïque. Donc tout ça, en fait, pour vous montrer qu'on est vraiment dans les choix culturels, pour porter un certain type de regard sur le monde. Et donc l'agriculture, pour revenir à ce qui nous intéresse, l'agriculture d'après-guerre est un des modèles issus de ces connaissances savantes, techniciste, et donc traduit ce type de rapport au monde. Alors, dans les crises, au moment des crises sanitaires environnementales dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc il y a le développement de la connaissance des ethnosciences, et là, à cette période-là, on réalise que la vision naturaliste, donc que je vais expliciter maintenant, n'est pas la seule façon de voir le monde. Et là, je vous ai mis un tableau de Philippe Descola, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a classé en fait les ontologies, donc les rapports au monde en fait des sociétés de l'ensemble de la planète en 4 grands types qui se basent sur les intériorités et les physicalités. L'intériorité, en gros, c'est l'âme. Les physicalités, c'est la chair et le sang. Et là, c'est vraiment classer les liens ou les liens ou justement l'absence de lien entre humains et non-humains. Donc pour certaines sociétés, donc nous sommes en fait en haut à droite, les naturalistes,
il y a une ressemblance des physicalités, une différence des intériorités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans la ressemblance des physicalités, on est par exemple le même, on est basé sur l'ADN comme les animaux. Certains auteurs, un peu par esprit de provocation, disent qu'on est composé des mêmes gaz que les lampadaires, ou qu'on a du phosphore comme les allumettes. Donc voilà, d'un point de vue physique, on est des éléments biochimiques, les mêmes composants que les animaux ou que certains objets. Par contre, ce qui fait la spécificité de l'humain, c'est qu'il a une âme, c'est qu'il a un esprit, c'est qu'il a une capacité de raisonnement, de subjectivité, que n'ont pas les non-humains. Donc ça, il n'y a pas de ressemblance entre les humains et les non-humains. À l'opposé, les animistes, par exemple, considèrent que, d'un point de vue physique, un homme est un homme, un jaguar est un jaguar. Par contre, il y a capacité de discuter, de parler avec eux par les âmes. Donc ces peuples-là peuvent parler avec l'âme des jaguars, des plantes, des arbres, etc. Au niveau du totémisme, là, on est dans une ressemblance à tous les niveaux. Donc, par exemple, les membres du clan du kangourou ont une espèce de matrice commune à leur origine avec celle du kangourou. Après, il y a eu une différenciation physique, mais c'est la même origine physique. Et bien sûr, il y a une correspondance des âmes, donc ce qui crée des tabous pour ne pas manger du kangourou, ce qui crée des liens avec le kangourou, etc. etc. Et l'analogie, là, c'est que chaque entité est complètement individuelle, donc il n'y a aucun lien entre les entités, ce qui induit du coup des classifications par niveau de finitude, on va dire, des entités. Et là, on rejoint la pensée au Moyen-Âge, en Occident, par exemple. Et en fait, je vous raconte tout ça pour vous montrer que cette classification, elle a été publiée donc en 2005, ce qui est à l'échelle humaine très récent. Et en fait, la remise en question du naturalisme, du cartésianisme comme les seules options valables, et aussi comme quoi il n'y a pas de hiérarchie entre ces classifications, est relativement récent à l'échelle de l'humanité. Donc là, j'essaie de vous montrer en fait que toutes ces questions, pour nous paraissent déjà datées il y a d'un petit peu, mais sauf qu'en fait, à l'échelle de l'humanité, c'est très récent. Alors qu'on a derrière nous plus de 2000 ans d'inconscient collectif qui nous entraînent à la séparation avec la nature, une sensation de supériorité par rapport à la nature. Et là, aujourd'hui, on est en train d'inverser le mouvement et de se rendre compte que d'autres sociétés considèrent qu'on peut être à l'égal de la nature, qu'on peut avoir d'autres rapports à la nature. Donc tout ça, c'est très récent, d'où le bouleversement qu'on est en train de connaître aujourd'hui, en fait. Alors d'ailleurs, pour illustrer ce bouleversement, en fait, ces difficultés à trouver une situation stable aujourd'hui, le vocabulaire que j'utilise et qui est utilisé dans les sciences sociales, par exemple, aujourd'hui montre cette instabilité, puisque aujourd'hui on peut plus parler de nature-culture, la séparation aujourd'hui est complètement remise en question, enfin la Tour l'a très bien montré, donc c'est presque caricatural. Les séparations sauvages-domestiques, elles, sont remises en question par l'agroécologie. Puisque là, j'ai mis par exemple une photo de larves de coccinelle qui peut être utilisée comme auxiliaire des cultures par certains agriculteurs. Si elles sont utilisées de façon volontaire, cet animal qui normalement est sauvage pourrait rentrer dans la catégorie du domestique. Donc là aussi, les frontières nature-domestique sont remises en question par l'agroécologie. Donc je vais plutôt parler d'humain et de non-humain, comme je le fais depuis le début, ou d'objets de nature, par exemple. Donc là, pour revenir un peu à du concret, parce que là, je vous ai entraîné un peu loin, je vais revenir à mon terrain, qui est donc dans les Cévennes lozériennes, que j'ai mené auprès de maraîchers Nature et Progrès pendant 1 an. Et en fait, je précise que c'est un travail exploratoire pour poser mon projet de recherche. Donc, il y a évidemment encore beaucoup de choses à faire, ça j'en ai bien conscience. Et alors pourquoi les Nature et Progrès? Parce qu'en fait c'est une association qui se définit elle-même comme une fédération de consommateurs et de professionnels engagés depuis 1964 dans l'agroécologie. Or vu les difficultés aujourd'hui à définir ce que c'est que l'agroécologie, je me dis après tout pourquoi pas enquêter des professionnels qui se définissent eux-mêmes comme ayant des pratiques agroécologiques. Au moins là-dessus je n'aurais pas à poser ce qui est agroécologique ou pas. Alors, ma question de recherche portait sur les indicateurs utilisés par ces maraîchers pour gérer la qualité de leur sol. Le sujet de la qualité des sols a été choisi puisqu'en fait, parmi l'hétérogénéité de pratiques dites agroécologiques, la revendication de l'entretien de la fertilité des sols est vraiment très forte parmi les gens de la bio, au sens large. Comme le note Yvan Besson qui a fait sa thèse donc, sur les fondateurs de la bio, et cet auteur d'ailleurs pointe néanmoins le manque de caractéristiques techniques que ces revendications de fertilité des sols proposent. Donc ça veut dire qu'il y a un panel de possibles d'un point de vue technique qui est envisageable,
Le sol donc devient un fort enjeu et devient un objet d'étude intéressant pour la recherche. La qualité d'un sol, quant à elle, est orientée vers les fonctions de production animale ou végétale, vers le maintien de la qualité de l'eau ou de l'air, en tous les cas, c'est-à-dire des questions anthropocentrées, donc ce qui permet de m'intéresser aux interrelations entre humains et terre. Enfin, l'objet indicateur offre une entrée vers les pratiques des agriculteurs quant à la gestion de leur sol, puisque les indicateurs peuvent être élaborés sur des bases académiques aussi bien qu'empiriques, et ça je vous renvoie aux travaux d'ethnopédologie. L'hypothèse, en fait, est que la notion d'indicateur est construite à l'intersection de connaissances variées, traduisant des manières diverses d'appréhender l'environnement et sa gestion. Les indicateurs de qualité des sols ne rendent plus compte de systèmes de production uniformes et standardisés. Ils sont bien davantage l'expression de connaissances et de représentations spécifiques de certains agriculteurs dans un certain milieu et dans certaines conditions d'exercice de leur métier. Alors là, je vous ai mis une carte du terrain pour vous montrer... Alors, à gauche, le relief avec les plateaux d'Écosse, les monts, les deux monts, le mont Lozère et le mont Égoal. En bas, la plaine, et entre les deux, les vallées cévenoles qui descendent doucement vers la plaine, en fait. Donc, on est en sud Lozère, on est en climat méditerranéen. Le travail d'enquête a suivi une méthode classique en ethnologie qu'on appelle l'observation participante, c'est-à-dire des enquêtes semi-directives, le tout sur des temps en fait, où j'essayais de partager les travaux sur les terres, où j'essayais de travailler avec eux, où j'essayais de participer, où je participais à des réunions, à des temps collectifs, voilà, pour essayer vraiment de créer des liens. Le groupe Nature et Progrès en Lozère est un des plus dynamiques de France, puisqu'il a une trentaine de producteurs qui sont donc en maraîchage, qui produisent des châtaignes également, des petits fruits, du miel, des plantes aromatiques ou des plantes médicinales, et il y a un producteur de bière. Les personnes interrogées, il y en avait donc une dizaine, ce qui en ethnologie est suffisant, qui sont âgées de 30 à 60 ans, c'est-à-dire une personne qui vient de s'installer jusqu'à une personne qui cherche à transmettre son exploitation. Et les enquêtés ont été choisis notamment pour s'installer sur une zone géographique cohérente d'un point de vue géomorphologique, et tous sont maraîchers pour avoir un rapport au sol le plus étroit. Ils se situent dans des vallées qui ont connu une immigration de néo-ruraux, alors différentes vagues en fait, d'immigration, hein, c'est vraiment par décennie. Et aujourd'hui, la densité de population y est 10 fois plus faible que sur le reste du territoire, puisqu'on est environ à 10 habitants par kilomètre carré. C'est beaucoup de résidences secondaires, hein, puisque c'est plus de la moitié des habitations communales. Et par contre, au niveau statistique, l'INSEE ne donne aucune information, si bien que je ne peux pas calculer ni les effectifs, ni les surfaces agricoles exploitées avec les Nature et Progrès. Les agriculteurs vivent sur des fermes au terrain vallonné, donc en schiste, dont l'altitude peut être entre 400 et 650 mètres. Les terres des fermes étaient autrefois aménagées en terrasse pour pouvoir donc cultiver des terrains en pente, là, comme vous avez vu sur la photo d'avant. Non, je n'y suis pas, du coup. Voilà. C'est relativement en pente. Donc les fermes, quand ils les ont repris, étaient à l'abandon depuis 1 voire 2 générations. Donc ça veut dire que la forêt avait pu repousser sur les terrasses. Donc ça veut dire aussi des travaux gigantesques pour remettre en état à la fois les bâtiments qui étaient en ruine comme les terres. Et les fermes sont généralement accessibles par des pistes, ce qui veut dire que par exemple en hiver, certains sont coupés, ils sont obligés de rester dans leur ferme à cause de la neige, quoi. C'est quelques-uns, hein, c'est pas tous. Hein. Généralement, la ferme est composée de 3 zones concentriques. Là, j'ai fait un schéma en bas, où on a les bâtiments au cœur, ensuite le potager, la châtaigneraie, ensuite la forêt de chêne, qui, elle, n'est pas du tout entretenue, ce qui est logique, puisqu'en fait, c'est cohérent avec des zones où on a besoin d'intervenir plus ou moins et qui sont plus proches du bâtiment. Voilà, une terrasse fait en moyenne quelques centaines de mètres carrés et une propriété peut comporter plusieurs dizaines d'hectares, mais seuls 1 ou 2 hectares sont exploités en maraîchage. Les légumes sont vendus aux marchés locaux ou à des coopératives bio. Beaucoup de produits transformés pour valoriser le travail et qui sont plutôt vendus à des touristes ou à des résidences secondaires sur des marchés, des foires ou à des coopératives. Aucun agriculteur n'est originaire de la région. Ils sont découverts au hasard de voyage, en fait, ils sont installés puisque la zone pouvait leur permettre de vivre selon leurs principes de respect de l'environnement. Et parmi ceux interrogés, aucun n'a de formation initiale agricole, sauf un, mais lui qui est vraiment atypique. Et d'ailleurs, son fils est à l'ENITAB actuellement. Nature à Progrès a posé historiquement le premier cahier des charges homologué de la bio,
c'est-à-dire sans recourir aux produits chimiques de synthèse. Et donc cette association revendique encore actuellement des exigences beaucoup plus poussées au niveau de ses cahiers des charges que l'agriculture bio, le label AB, qui considère être en pleine érosion. Et enfin, les productions en terrasse restent un système de production agronomique techniquement anecdotique en France, donc au regard de peu de surface que cela représente. Néanmoins, les principes de gestion des systèmes analysés pourraient offrir des pistes de réflexion intéressantes dans un questionnement général sur les moyens de mener à bien les principes agroécologiques. Alors là, je vous ai mis quelques photos. Ici, en fait, vous avez une exploitation. En fait, là, c'est chez le jeune en fait, qui vient de s'installer depuis 2-3 ans. Donc là, c'est des cultures plus ou moins en but, on va dire. Là, en bas, il a mis du fumier directement sur des cartons. Ça, c'est son système pour nettoyer la parcelle. Et là, c'est une photo d'un autre agriculteur. Lui, c'est lui qui cherche en fait à redonner, à léguer à transmettre sa ferme. Et là, on voit des barrières en fait pour protéger des sangliers, des chevreuils, et surtout l'accès à l'eau. Ça, j'ai oublié de dire qu'en fait, la condition nécessaire pour s'installer, c'est l'accès à de l'eau. Là, c'est chez le producteur de bière, et là, on voit la pente, puisque là, on voit un petit bout là de serre. En fait, c'est des jardins, c'est des parcelles qu'il n'utilise plus et qu'il prête en fait à des amis qui veulent faire leur jardin, qui veulent s'entraîner à faire leur jardin. Donc là, c'est les jardins et là, c'est la serre. Et là, on voit, c'est toujours chez lui, c'est les parcelles, les terrasses qui sont abandonnées. Là, c'est chez la productrice de graines, puisque beaucoup s'approvisionnent chez elle. Donc là, ils sont sous la serre. Et là, c'est son dératiseur. Alors, au niveau des résultats, alors les indicateurs dits scientifiques, chimiques, physiques et biologiques sont très peu utilisés. C'est surtout les physiques et les chimiques, notamment le pH, la granulométrie et la couleur des sols. Certains ont des analyses de sol, mais ils les utilisent assez peu, sachant que de toute façon, même s'ils avaient les analyses de sol, ils pourraient, soit ils n'ont pas les moyens financiers d'investir dans des intrants pour apporter les modifications nécessaires, ou alors ils n'ont pas les moyens physiques, tout simplement, d'apporter des intrants en grande quantité sur leurs parcelles, puisqu'elles sont comme ça, accessibles par des escaliers. Donc du coup, ils laissent un peu tomber ça. Par contre, les sens sont très fortement utilisés. Par exemple, en marchant, ils ressentent si la terre est souple. Là, la personne qui veut céder sa ferme me dit « moi, je marche pieds nus, comme ça, je ressens bien la terre ». Saisir la terre à pleine main leur permet de vérifier sa structure, de la sentir. Et là, je cite un agriculteur qui dit « oui, l'odeur, tu sens tout de suite. S'il n'y a pas d'humus, tu sens la roche. Ça sent plutôt, je ne sais pas dire, tu goûtes dans le nez. Si tu sens le sol, qu'il n'y a rien dedans, c'est froid. Peut-être un peu comme les goûteurs de vin, il faudrait faire un vocabulaire pour le décrire. Tout de suite, tu sens avec les mains, tu sens l'odeur et tu sais tout de suite si c'est bon ou pas bon. » Et un autre agriculteur me dit « comment dire, ça sent, c'est dur de décrire. » J'aime bien en fait. Le nez, j'utilise beaucoup pour tout. La regarder, la renifler, une espèce de fraîcheur. Ça sentait pas vraiment l'humus parce que l'humus est une odeur en forêt. Mais c'était bien quand même une odeur de terre. Et là en fait je rejoins les travaux de Claude Compagnon qu'il a menés donc auprès d'agriculteurs vendéens. Alors la différence avec les agriculteurs conventionnels qui peuvent aussi utiliser leur sens, c'est le niveau de confiance que les agriculteurs ont dans leur sens. Les agriculteurs conventionnels ont des pratiques qui sont médiatisées par la technique, qui les mettent à distance d'avec à la fois l'environnement, d'avec leur sens, et qui délèguent la confiance dans la technologie. Donc avant, la responsabilité des choix, des prises de décision était placée dans le technicien. Aujourd'hui, elle est placée dans la technologie. Et les agriculteurs montrent au contraire un déplacement de la confiance. Un autre point commun chez tous les agriculteurs, c'est l'intuition, puisqu'un agriculteur utilise même le verbe intuiter. Et là, sous le mot intuition, je mets plein de choses, puisque je mets à la fois des savoirs personnels qui sont construits de manière individuelle, je mets des savoirs qui sont construits en permanence, de façon empirique, par exemple sur le mode essai-erreur, et des savoirs hybrides qui sont de différents ordres, qui sont de l'ordre du sensible, du sensoriel et de l'académique, et qui sont de différentes sources, puisqu'on peut avoir des savoirs obtenus grâce à des formations, des lectures et des consultations sur Internet, par exemple, ou des discussions avec les voisins. Et en fait, cette hybridation permet d'avoir ce qu'on appelle un raisonnement indiciaire, d'où cette superbe photo de Lévi Croquette,
puisqu'en fait, le raisonnement indiciaire, c'est la capacité de relier des données de différentes sources pour donner un sens à une observation de terrain. Et là, on rejoint complètement la situation des trappeurs qui cumulaient et associaient des indices pour trouver la piste de l'animal, par exemple. On a Là, par exemple, avec les maraîchers, ils cumulent donc des pistes académiques, le pH, la couleur des terres, sensorielles, par l'odeur ou le toucher, sensibles, l'envie ou pas de travailler, par exemple, économiques, la disponibilité d'un marché ou pas, etc., pour mixer tous ces données-là et choisir leur type de travail, leur type de production. Et ce raisonnement indiciaire est possible par le fait de jongler avec différentes pistes grâce à différents savoirs. Et ça, en fait, cette coexistence de savoirs a été analysée sous le terme de polyphasie cognitive. Et ça, c'est extrêmement intéressant, et ça, d'ailleurs, il faudrait que je le développe dans mon analyse sur le terrain, puisque ce concept montre la capacité d'individus à utiliser des savoirs de différents ordres et des savoirs parfois contradictoires. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Un autre élément de résultat, c'est la relation avec la Terre, qui est envisagée comme une entité vraiment à part entière. Les contacts avec la Terre ne sont évidemment pas uniformes selon les agriculteurs. Le travail du sol peut se faire avec des outils à dents ou des outils rotatifs. L'outil à dents permet un ajustement permanent du travail aux caractéristiques du sol. Par exemple, un agriculteur me dit « Tu vois aussi où j'utilise beaucoup la grelinette quand elle rentre dans la terre, tu sens vachement comment elle est, là aussi quand tu désherbes. » Par contre, un outil rotatif, lui, crée une distance. Mais alors, par contre, quand je parle de distance, c'est quand même relatif vu les configurations des lieux. Par exemple, un exemple de distance, c'est que chez un même agriculteur, on peut constater la cohabitation de différents modes de conduite, en butte, en plein champ, avec parfois des rapports au sol qui sont contradictoires, puisque sur le plein champ, on peut se permettre de retourner la terre, alors qu'en butte, on n'arrachera même pas la mauvaise herbe pour ne pas bouleverser le sol, on coupera la mauvaise herbe. Et là, d'ailleurs, je vous renvoie au travail de Maxime Catalonia, que j'ai co-encadré l'année dernière avec Stéphane de Tourdenay, qui a mené son travail de fin d'études d'ingénieur, donc sur ce terrain-là, qui a interviewé, qui a analysé ces pratiques en fonction des modes de conduite. Alors en fait, le fait d'être dans une relation directe avec les éléments naturels oblige les agriculteurs à se confronter à ces éléments. Et nous avons constaté qu'ils acceptent et même recherchent leur présence sur leur terre comme élément avec lequel la production doit compter. Il s'agit d'arriver à un équilibre dont le curseur varie au sein des agriculteurs en fonction du temps disponible, des besoins financiers, de la vision de la technicité, en fonction de la parcelle, etc., etc. Donc ce type de relation se traduit par des changements intimes chez les producteurs. Une agricultrice me dit par exemple, à force de vivre avec la nature, on devient comme ça. Et en fait, elle fait référence à l'utilisation fréquente des sens pour évaluer une situation ou pour prendre une décision. Et la conséquence de ces observations, c'est qu'on est vraiment dans une relation de don contre don au sens de Mauss, avec la terre qui nous donne, pour citer les agriculteurs, puisque tous mentionnent en fait le sentiment de devoir avoir des pratiques correspondant à la contrepartie d'une production qu'ils reconnaissent comme pas uniquement de leur fait. Ce type d'engagement de leur part se traduit d'une manière plus générale dans la gestion de l'exploitation. On a pu constater la part importante de gestes économiquement non rentables, voire contraignants et exigeants sur un plan personnel, par exemple en force de travail, qu'ils pourraient s'épargner et qui ne se justifient que par le fait de ne pas considérer leurs terres comme de simples objets de production. Ils estiment ces efforts raisonnables vis-à-vis d'un système grâce auquel ils peuvent vivre. Alors là, je vais vous épargner les schémas. Voilà. Et en fait, ce travail montre en fait que les Nature et Progrès utilisent une hybridation de savoir, dont certains sont élaborés en lien étroit avec la nature, comme on vient de le voir. Et en fait, je fais un focus du coup sur ce qu'on appelle les éco-savoirs, qui sont les résultats, en fait, des savoirs qui sont le résultat d'une interaction entre le maraîcher, ce qu'il sait, ce qu'il a retenu de ce qu'il a appris, en fait, selon sa subjectivité, ses besoins, ses désirs, et un environnement qu'il ne regarde pas comme un objet inerte, réductible à des lois universelles. Donc ça veut dire que là, il y a vraiment reconnaissance d'un partenariat et le non-humain peut devenir formateur. Et donc, il y a donc hybridation de savoir, et donc tout ce détour, en fait, me permet de revenir là aux enjeux de l'agroécologie,
puisque les savoirs observés auprès des Nature et Progrès permettent de gérer à la fois la complexité et l'incertitude, puisqu'il y a observation et adaptation à ce qui est vu, entendu, senti et ressenti. Et là, ça rejoint les travaux de Geneviève Delbos, qui a travaillé dans les années 80 auprès des paludiers de Guérande, et qui constatait que leur savoir ne vise pas à la compréhension du réel sur lequel ils travaillent, au double sens d'entendre et de circonvenir, mais à accumuler suffisamment d'expérience pour ne pas être pris au dépourvu et se donner les moyens de pouvoir intervenir au bon moment, au bon endroit, à chaque fois qu'il le faut, autant de fois qu'il le faut. Donc, selon Anne Monneron, qui a travaillé sur les éco-savoirs, ils permettent de devenir vigilants et d'intervenir de façon juste en cas d'imprévu. L'aléa n'est plus un paramètre contre lequel il faut lutter ou qu'il s'agit d'ignorer, il devient un élément interactif, constitutif de la situation. Et Michel Duruc constate également que les éco-savoirs permettent de produire dans un contexte complexe et incertain, notamment donc sur les systèmes socio-écologiques, où il s'agit d'acquérir un mode de gestion correspondant à un processus de décision adaptatif, délibératif et itératif. Et là, on rejoint complètement la pensée d'Edgar Morin de l'écologie de l'action, puisqu'une action dépend évidemment de son acteur, mais aussi du milieu où elle se déroule. Et donc, l'imprédictibilité de la situation demande une stratégie. Mais la stratégie tient elle-même du registre de l'art, on rentre dans l'artistique, et là, ça nécessite imagination et invention. Et donc, selon moi, l'imagination et l'invention qui sont nécessaires ici sont possibles grâce à ce que je nomme l'intuition, donc on revient à l'intuition des agriculteurs, qui est une mise en relation de savoirs de différents ordres. Les éco-savoirs sont évidemment le cœur, mais ils sont en interrelation avec d'autres savoirs afin d'inventer, d'ajuster et de composer avec le réel, si bien que l'on assiste à des processus individuels d'objectivation de savoir au pluriel dans la prise de décision agroécologique. Et donc ça nous permet de sortir, comme le constatait Audrey Cour, de la pensée interventionniste où en Occident, l'individu ne se comporte pas selon une morale concrète a posteriori, mais selon une morale abstraite a priori déterminée par des impératifs catégoriques. Donc là, ça permet d'inverser ce mouvement-là. Alors tout ça, c'est dans le contexte dont je vous ai parlé au début, donc quelque chose qui n'est pas simple à gérer d'un point de vue social. Donc il y a évidemment des freins à cette transition. Et là, j'ai constaté, par exemple, qu'à la présentation de mes résultats à certains agronomes, j'ai constaté en fait le processus de décrédibilisation qu'ils faisaient de ces agriculteurs comme piste de réflexion à la transition agroécologique en les marginalisant. Alors, en fait, ça pose évidemment, mes résultats posent la question de la reproductibilité et la généralisation de ces résultats, mais j'ai quand même relu ces données au prisme de la notion de marginalisation. Et en fait, effectivement, les Nature et Progrès sont complètement marginaux d'un point de vue géographique. Leur système agronomique en terrasse est anecdotique en France. Mais j'estime qu'on peut ressortir des principes de gestion, comme j'ai essayé de le montrer. Et le deuxième point qui fait que je conteste leur marginalisation, c'est que leur pratique rentre en plein dans les questions socialement vives, puisque les échelles des éléments de prise de décision oscillent entre local et global et rentrent en lien avec ces questionnements qu'on a en sociologie. Les pratiques pour lesquelles les agronomes manquent d'outils d'analyse renvoient aux questions agronomiques, par exemple le calcul des rendements des parcelles en permaculture, etc., etc. Je ne vais pas le détailler ici. Donc on peut dire que ces agriculteurs sont en plein dans l'innovation discrète en marge de la société. Donc, si bien que je considère que le processus de marginalisation traduit plutôt en fait une difficulté à reconnaître des pratiques ne coïncidant pas avec le modèle socio-culturel majoritaire et des difficultés à se projeter sur d'autres références. Donc le processus de marginalisation renvoie au processus de définition de ce qui est majoritaire ou au contraire à la marge. Et là, je rejoins les commentaires de François Papy qui mentionne le verrouillage du contexte socio-technique pour pouvoir aller vers des modèles de culture alternatifs au modèle dominant. Et là, pour conclure, ce travail ouvre des pistes sur effectivement nos liens, nos relations non-humains, et notamment sur le fait qu'il est intéressant de se pencher sur cette question pour comprendre comment les compétences des humains et des non-humains peuvent entrer en résonance. Cela peut se faire en questionnant le sens du vocabulaire utilisé par les acteurs, comme par exemple quand on parle de partenariat avec la nature, ou quand on dit, par exemple, qu'il faut penser ensemble l'action de l'humain et celle de la nature. Qu'est-ce que ça signifie pour les acteurs? Et là, ça permet de travailler sur leur représentation.
Toutes ces questions rejoignent également des questions pédagogiques, didactiques, sur enseigner à produire autrement. Là, je vous renvoie en fait à la présentation de Stéphane de Tourdonnais il y a quelques semaines. Et pour conclure, je soulignerai donc qu'il n'y a pas un modèle ontologique qui soit la réponse, mais une hybridation, des inventions et une créativité à avoir, et ce qui du coup donne quelque chose de très stimulant en fait. Voilà, je vous remercie. Eh bien, merci à toi pour cet exposé qui nous donne un éclairage tout à fait particulier de ce qu'on a. Bon, on ne peut pas dire que ces terrains-là sont des terrains particulièrement, mais qui s'approchent aussi peut-être de, comme tu l'as dit, des terrains observés par le CIRAD quant à des travaux, les façons culturales qui sont manuelles, on est quand même dans quelque chose qui nous touche, qui a un affect par rapport aux des gens du CIRAD. Si tu avais cette préoccupation au départ, en tout cas. Aussi, on te sait gré d'avoir donné de l'histoire et de nous renvoyer en fait à quelque chose de plus large qu'une représentation en disant on est en postmoderne et donc il n'y a que ça. Non, en fait, quand on regarde l'histoire, on est beaucoup plus large et on est dans des re-questionnements qui renvoient aussi à des évolutions historiques. Donc complexité, aléa, incertitude. Bon, on est à l'intérieur, on est au cœur des problématiques de l'agronomie, bien évidemment. Et donc ce regard posé est intéressant. Donc d'autant qu'en plus tu poses une question, puisque tu as déjà une vision de ces travaux par des agronomes et par des gens donc qui t'ont renvoyé en fait des questions, la marginalisation, et tu le dis, et puis la généralisation, qui est aussi un des grands principes de la recherche et de savoir ce qu'on fait de ces cas-là, et qui est un grand questionnement autour de l'agroécologie. Bon, donc ceci étant, tu ouvres tout un champ, panel sur histoire, panel sur ces gens-là que tu as décrits, et aussi sur l'agronomie, donc le public. Maintenant, question au public sur tous ces aspects, et ces ouvertures proposées par Aurélie. Oui, donc avant de poser les questions, il faut vous assurer que vous avez bien le micro, parce qu'on est en streaming. Et donc, pour les nécessités du streaming aussi, donc vous donnez votre nom, vous présentez rapidement le nom, éventuellement l'institution. Et également, donc j'ai parlé de streaming, ça veut dire que nous sommes filmés, et à partir du moment où vous posez une question, c'est que vous acceptez d'être filmé. Merci. Alors, je vais commencer. Je suis Marie Gaume de l'UMR Système à Montpellier, INRA. J'ai une question sur le rapport individuel-collectif, parce que ces agriculteurs m'ont l'air assez individuels, et le fait même d'avoir une perception très intuitive, l'intuition, elle est difficile à partager. Donc, est-ce qu'ils sont dans une espèce... est-ce qu'il y a une recherche d'une communication et d'un partage et d'un travail collectif, ou pas du tout ? C'est vrai que c'est plutôt des comportements assez individuels. Il y a des échanges, mais pas forcément entre agriculteurs. C'est plutôt des échanges avec les voisins, par exemple, des anciens. C'est vrai que les agriculteurs, quand ils se rendent compte, ils parlent d'autre chose. Et là, par exemple, comme ma présence faisait que je leur posais des questions là-dessus, on voyait qu'ils n'avaient pas trop l'habitude de parler de ça. En fait, ils sont assez militants. Donc, quand ils se retrouvent, c'est vraiment pour discuter de questions militantes. Donc, c'est vrai que parler de l'appréhension du sol, ils restent vraiment dans un rapport très individuel, en fait. Et en fait, ils sont en réseau, mais dans d'autres réseaux par Internet, par des formations, par des lectures, par des connaissances. Mais voilà, ils ont différents cercles en fait, de liens. Et sur ces questions de gestion du sol, de qualité des sols, ils sont pas entre Nature et Progrès, ils sont plutôt avec d'autres réseaux. Alors, en corollaire, c'est toi, est-ce que tu leur as renvoyé cette analyse de ce que tu as vu, et est-ce qu'ils ont réagi à ça? Non, j'aurais pas encore présenté ces résultats.
En fait, j'ai réfléchi avec eux au moyen justement de valoriser, enfin j'ai posé d'autres questions en fait que ces résultats-là, de valoriser leur savoir, par exemple en installant des bases de données qui puissent justement échanger entre eux. Et il y a eu blocage complet en fait. Donc c'était assez étonnant de voir ces réactions-là et par peur en fait de voler leur savoir, oui voilà, c'est ça, de voler leur savoir, parce qu'en plus ça renvoyait à des savoirs liés à la fabrication de produits dont ils ont la spécificité. Donc ça veut dire que le voisin peut avoir ces capacités-là, ce qui peut créer une concurrence. Donc on renvoyait à des questions aussi de droit et de commercialisation. Donc c'était un petit peu délicat. Après, je les ai pas questionnés sur leur approche sensorielle. On n'aura pas encore parlé de ça. Bonjour, Ève Fouilleux de Moïsa, au CIRAD. Ma question, elle porte plutôt sur, est-ce que tu as posé d'autres types de questions que simplement cette question de la relation et de la représentation de la relation au sol et aux indicateurs de gestion du sol? Parce que je pense que c'est vraiment intéressant ce regard de l'ethnologie. Je ne savais pas qu'il y avait ce type de travaux sur l'agroécologie, parce que ça concerne une dimension de l'émergence de modèles alternatifs ou la discussion autour de modèles d'agriculture, que cette dimension du rapport à la nature et médiatisée ou non par des techniques, et quelles techniques, mais il y a aussi toute la dimension sociale ou la dimension économique, etc. Et Nature et Progrès se distinguent aussi d'autres groupes par rapport à leur façon de commercialiser ou leur représentation de leur rôle social ou de leur rôle dans le développement rural, etc. Donc est-ce qu'il y a eu des enquêtes sur ces questions-là et qu'est-ce qu'un peu il en est ressorti? Alors, comme je l'ai précisé, en fait, c'est vraiment des entretiens exploratoires. Donc, je partais avec une question sur les indicateurs de qualité des sols. Maintenant, les questions étaient très, très larges. Et puis surtout, je leur laissais la main, quoi. L'idée, c'était vraiment de leur laisser la main pour voir vers quoi ils m'amenaient. Et eux, d'ailleurs, m'ont amené sur ces questions de lien au territoire, sur des questions en lien avec les résidences secondaires, puisque, par exemple... beaucoup vendent aux résidences secondaires pendant les vacances des produits transformés, ce qui est donc leur principale source de revenus, sauf qu'en fait les résidences secondaires ne participent pas à la vie territoriale. Donc là-dessus, ils sont vraiment dans une ambiguïté et ils questionnent par exemple cette ambiguïté. Voilà le type de questions en fait qu'on pouvait discuter. Alors après, il y a eu plein de pistes d'ouvertes. C'est pour ça que je vous disais au début, c'est que vraiment là, je suis surtout sur une multitude de pistes. Là, j'ai choisi d'entrer sur ce rapport à la nature qui me paraissait pertinent pour réfléchir à justement la complexité, à l'incertitude en fait en agroécologie. Mais il y aurait évidemment plein de pistes à prendre sur ces liens au territoire, sur ces liens à la société, sur les aspects militants, parce que dans leur prise de décision, là, j'en ai pas parlé, mais il y a des éléments. Donc, je parlais d'échelle en fait entre local et global. Sur le global, par exemple. Une de leurs réactions, c'est de me dire, bon, bah là, par exemple, je prends pas tel intrant, parce que je sais que ça détruit soit la forêt amazonienne, soit je sais quel écosystème à l'autre bout du monde, donc je choisis un autre intrant. Donc voilà, il y a toutes ces questions politiques, sociales, qui sont à mettre en lien, et qui sont là aussi mixées dans leur prise de décision, et qu'il faudrait chacune creuser. Voilà, leurs sources de savoir sont également à creuser, quoi. Ne serait-ce que l'utilisation d'Internet, rien que ça, déjà, ce serait un travail à faire gigantesque, quoi. Donc voilà, là j'ai sélectionné les pistes, mais il y en a encore plein, quoi. Oui, Laurent Parot, économiste au CIRAD. Donc j'ai beaucoup apprécié la présentation, donc je vais reprendre un peu ce qu'a dit ma collègue sur la durabilité. Alors sous l'angle environnemental, elle est bien montrée. Alors c'était pour savoir un peu quelle est votre perception sur la durabilité sociale et la durabilité économique. Je donne l'exemple par exemple des deux photos que vous avez mises, que je trouve très intéressantes, celle de Davy Crockett, depuis longtemps je la recherchais, et puis celle de la maison que vous avez montrée. J'ai vu que vous avez cité 40 hectares pour une exploitation. Je vois une maison qui est une très très belle maison. C'est pas la cabane en rondin de Davy Crockett. Donc, au niveau matérialiste, c'est un peu comment ça s'inscrit dans leur trajectoire, c'est-à-dire est-ce que ça a été acheté, ils ont des droits de propriété, ils ont des grandes plantations. Enfin, nous, en Afrique, on travaille sur des exploitations qui sont très très petites, où la notion de droit de propriété est très importante. Donc voilà, peut-être un ou deux mots sur cette durabilité sociale et économique
dans les trajectoires de ces personnes qui sont finalement des migrants, hein, qui n'ont pas forcément l'intention de rester sur cette terre là où ils sont actuellement. Effectivement, j'ai pas précisé que j'ai dit que c'était des néos. C'est des néos donc originaires de France, voire d'Europe. Hein, on a des Européens. Au niveau de la durabilité, ils sont, alors quelque part, ils cherchent vraiment à être cohérents. Là, cette maison-là, en l'occurrence, c'est pas une maison de Nature et Progress. Hein. C'était pour montrer la pente. En fait, c'est la seule photo, parce que c'est pas simple à prendre comme photo. Donc, pour montrer la pente, j'avais que cette photo-là. Mais sinon, ils ont des maisons qui sont effectivement splendides. Hein. C'est des corps de ferme, mais qui sont restaurés. Et c'est pour ça que je disais, c'est vraiment un travail gigantesque, parce qu'ils restaurent eux-mêmes avec des amis, de la famille, enfin voilà, des liens, selon des matériaux. Généralement, c'est des matériaux éco-responsables. C'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Je sais que par exemple, un des chantiers auxquels j'ai participé, c'était d'aller chercher de l'argile pour une maison qui est en paille et en terre. Donc là-dessus, ils sont d'une cohérence, on peut dire, vraiment irréprochable. Ils cherchent pas à rester, ils cherchent, eux, en tout cas, à rester le plus longtemps possible. C'est pour ça que la question sur les résidences secondaires leur pose vraiment problème, parce que eux, ils cherchaient vraiment à s'installer, à s'intégrer dans un territoire, à faire revivre un territoire. Et cette incohérence entre de la vente à une résidence secondaire qui ne fait pas vivre le territoire leur pose vraiment problème, parce qu'ils se disent, mais est-ce que je suis cohérent dans mes actions ? Est-ce que du coup, il ne faut pas que je me remette en question au point de partir? Et ça les perturbe, parce que c'est un gros investissement. Et ils sont vraiment dans l'optique de rester, quoi. Après, bon, leurs enfants, c'est autre chose, mais eux, en tous les cas, ils sont vraiment dans cette optique-là. Au niveau de l'achat, alors effectivement, c'est très très cher en Cévennes. Ceux qui sont installés à l'époque me disent tous, on a eu les moyens, la possibilité d'acheter les terres à l'époque où ça restait à des tarifs relativement raisonnables. Alors ceux à qui j'ai posé la question, en fait, me parlaient de financement grâce à leur famille, grâce à des amis, des emprunts entre amis, où ils arrivaient à se débrouiller comme ça. Mais sachant que c'était quand même des terres qui étaient donc transformées en forêt, des bâtiments en ruine, donc voilà, ça restait cher, mais ça restait quand même à des tarifs abordables, on va dire. Maintenant, c'est totalement inenvisageable. Donc les jeunes qui s'installent, là, le jeune dont j'ai montré la photo, c'est quelqu'un qui reprend la maison de ses parents, en fait. Et la maison, il venait en vacances, en fait. Je sais même que c'est sa grand-mère, en fait, qui était là. Donc voilà, c'est quelque chose qui se transmet comme ça. Et là, celui qui cherche à redonner sa ferme, d'ailleurs, la question, c'est comment je vais faire? Parce que moi, du coup, j'ai envie de rester sur cette ferme-là, mais du coup, si je ne transmets pas le corps de bâtiment, c'est ingérable pour quelqu'un. Voilà, donc c'est le genre de questions qui se posent. Donc là-dessus, ils sont cohérents. Et ils sont vraiment dans une recherche de durabilité. Et là, vraiment, ils se posent des questions là, par contre, il y a des échanges à ces niveaux-là. Par contre, les incohérences, ça peut être, par exemple, un agriculteur qui refuse le système monétaire, qui cherche à s'en extraire, à être vraiment dans l'autarcie, mais qui, d'un autre côté, reçoit le RSA ou des aides PAC, par exemple. Bon, voilà. Mais là, je crois que tout le monde essaie de gérer ces incohérences. Hein. Donc aujourd'hui, vu le système, justement, en mouvement, bon, bah, voilà, il y a des choses on essaie de faire au mieux, mais... mais en tous les cas, au quotidien, ils sont vraiment d'une exigence, franchement, qui force le respect, quoi. Et du coup, ça donne des conditions de vie qui sont très dures, quoi. Parce que là, pour remonter une maison, c'est 10 ans, quoi. Donc, en plus de déraciner les arbres, enfin, des trucs. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment. Oui, Roberto Cittadini, de la Vintes de INTA Argentina et de l'OMR Innovation. Je vais faire une question peut-être un peu plus large que l'expérience empirique, mais liée à la réflexion globale. C'est la valorisation de ces connaissances technologiques liées à la nature, qui est la valorisation pour l'agroécologie. Comment il pourrait s'articuler, ou comment tu vois la recherche agronomique, la hybridation que ce type de connaissances pourrait faire avec la recherche agronomique, le rôle que pourrait jouer la recherche agronomique dans ce processus? Vaste sujet. Et ben, comme j'ai essayé de le montrer, c'était vraiment de réfléchir aux pratiques justement agronomiques
pour faire face à l'incertitude et à la complexité. C'est-à-dire aujourd'hui, là en fait, ce serait par exemple de travailler sur les schémas décisionnels d'un agriculteur et d'essayer de décomposer ces critères de prise de décision qui tiennent de l'ordre agronomique et qui tiennent de l'ordre du social et de l'ontologique, par exemple, du culturel. Et d'essayer de mixer les deux, de voir dans quelle mesure, enfin, le poids de ces éléments de prise de décision, qu'est-ce qu'il emporte, à quel moment, pourquoi, essayer justement de combiner ces deux éléments. Ça, ce serait ce que j'imagine là aujourd'hui. Mais justement, j'aimerais bien discuter de ces entrées, de ces liens avec des agronomes pour envisager des choses un peu plus concrètes. Mais voilà, d'essayer de rajouter cette part de subjectif, de non quantitatif dans la balance de la prise de décision qui, elle, est rationnelle et quantitative, dans le schéma décisionnel, par exemple. Moi, j'ai une question sur Internet. Peut-on dire que ces agriculteurs ne s'inscrivent pas dans une ontologie de la nature naturaliste ? Je dirais qu'ils sont ils sont dans l'hybridation. Ils sont vraiment dans le naturalisme, parce que forcément ils ont eu un contexte culturel, une éducation qui baignait dans le naturalisme, mais en tous les cas ils questionnent le naturalisme. Voilà, on est plus dans le questionnement on est plus dans on peut pas le mettre dans une case au milieu là du tableau de Lescola, par exemple. Ils sont sur la frontière, quoi. Et une autre question, c'est vrai que ce sont des conditions de vie et de travail très dures. Quel effet sur la santé ? À ma connaissance, aucune néfaste. Enfin, ils sont plutôt en très bonne santé. Mais là, enfin, je sais pas. C'est pas ce que j'en vois. C'est des gens qui se portent bien. Après, c'est sûr que c'est épuisant. Voilà, j'en connais aussi plusieurs qui ont eu des problèmes de santé, mais pas forcément liés à ces conditions de vie. Hein. Je crois que parce que ça fait partie d'un choix de vie, ils cherchent dans la cohérence, donc à être dans un système où on ne va pas tomber dans l'esclavagisme, où du coup il va arriver à des conditions de vie totalement déplorables, quoi. Donc ils essaient justement de gérer. Et le fait de travailler dans ces fermes-là leur permet aussi de compenser, d'avoir des conditions de vie qui sont extrêmement bonnes, quoi. Donc, mais c'est clair que le dos est quand même assez malmené. Bonjour, Jean-Christophe Glassman de l'UMR Gap au CIRAD. Merci beaucoup d'abord pour cette présentation passionnante. Moi, j'ai une question sur le rôle que vous avez évoqué de quelqu'un en tant que fournisseur de semences. Oui. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus, s'il vous plaît ? Oui, c'est une femme qui fait ses propres semences. Et qui les vend donc régulièrement aux agriculteurs. Après, le réseau de semences, ça je ne peux pas vous en parler en détail, parce que là aussi ça fait partie des choses à voir. Ce que j'en sais, c'est que donc, les semences viennent donc soit de cette femme, soit ils font leurs propres semences en fait. Après, dans quelle mesure il y a des achats par exemple à l'extérieur, ça je ne pourrais pas vous le dire par exemple. Mais voilà, si possible, ils sont dans le circuit court, quoi. Je ne sais pas à quoi vous faisiez référence plus particulièrement sur ces semences. Oui, voilà. Ça, après, je ne connais pas le réseau en détail. Moi, tout ce que je sais, c'est cette femme donc, qui les fournit ou eux-mêmes qui cherchent à les faire, quoi. François Guérin, CIRAD, Unité Recyclage et Risque. Je vais être un petit peu critique parce que j'ai trouvé que votre discours était quand même assez manichéen et un petit peu peut-être caricatural par rapport à la conception que vous avez des agriculteurs conventionnels versus les agriculteurs bio, notamment l'échantillon que vous avez étudié, une dizaine d'agriculteurs néo-ruraux sans formation agricole initiale, etc., au fin fond des Cévennes, qui font certainement du travail très intéressant, mais qui sont quand même une sous-population très, très minoritaire par rapport à l'ensemble de la population agricole, non seulement en France, mais dans le monde, qui produit l'essentiel de la nourriture nécessaire à l'humanité. Selon vous, enfin, d'après ce que j'ai compris, vous allez me dire si j'ai bien compris, les agriculteurs conventionnels, c'est des gens qui veulent dominer la nature, qui veulent la contrôler et qui se contentent d'appliquer des recettes qui sont dictées
par des agronomes. Je caricature moi aussi peut-être un petit peu, mais c'est en gros ce que j'ai ressenti de ce que vous disiez. Et les agriculteurs bio que vous avez étudiés, eux, ils sont intuitifs, ils ont des éco-savoirs, ils sont en interaction avec la nature, etc. Est-ce que vous avez étudié, est-ce que vous avez enquêté chez des agriculteurs conventionnels, y compris en Beauce ou dans des agricultures hyper-productivistes? Tous les agriculteurs que j'ai connus dans ma vie, y compris dans ma famille, qui n'étaient pas bio, tant s'en faut, et eux aussi, ils sentaient la terre, ils savaient observer les plantes, ils savaient voir à quel moment une culture avait besoin d'un traitement chimique, certes, mais d'un traitement détecter la survenue d'un bioagresseur, etc. Donc, est-ce que, là, vous avez fait référence aux éco-savoirs, Michel Duru, etc. Ben oui, mais Michel Duru, il a travaillé avec des agriculteurs conventionnels, des éleveurs conventionnels, etc., y compris les éleveurs qui sont hyper spécialisés, y compris hors sol, ils ont un rapport à l'animal qui n'est pas simplement un rapport de l'homme à la machine et où ils se contentent d'appliquer des recettes techniques. D'ailleurs, il suffit de discuter avec des conseillers agricoles pour voir que les conseillers agricoles, ils aimeraient bien peut-être que les agriculteurs suivent leurs recommandations, alors qu'en fait, ils ne le font pas ou ils le font de façon très imparfaite. Et eux aussi, y compris les agriculteurs conventionnels, ils sont, comme vous l'avez dit, des gens qui hybrident des savoirs de différentes natures. Savoir empirique, savoir populaire, savoir ancestraux, enfin, tout au moins... savoir issus de leur famille ou de leur entourage, et savoir technique issu des conseillers agricoles ou des agronomes. Donc est-ce que vous n'avez pas une vision biaisée par le fait que vous avez choisi d'étudier un échantillon très particulier du monde agricole? Alors, c'est clair que je l'ai dit plusieurs fois, c'est clair que c'est un échantillon très spécifique. Maintenant, ce que je maintiens, c'est que malgré la spécificité et le côté complètement atypique de ces agriculteurs, il y a des principes dont on peut s'inspirer pour y réfléchir et voir dans quelle mesure on ne peut pas les hybrider avec d'autres types d'agriculture. Après, c'est clair que ma présentation, voilà, ça doit tenir en 3 quarts d'heure. Je couvre de la révolution néolithique jusqu'à l'agroécologie, en revenant par... Enfin, voilà, c'est gigantesque. Donc c'est clair que j'ai dû être caricatural. Et par contre, pour travailler avec des agriculteurs conventionnels, oui, ma thèse, je l'ai passée en Bretagne avec des agriculteurs conventionnels, éleveurs, en polyculture élevage, et qui, donc, que j'ai observé pendant un terrain d'un an, 1 an et demi, où là, en continu, et effectivement, je les voyais faire. Et alors évidemment, les caractéristiques des lieux sont clairement différentes. Donc dans un cas, on peut utiliser un gros tracteur, dans l'autre, le tracteur rentre à peine. Enfin, il faut vraiment un tout petit. Donc c'est sûr que les caractéristiques ne sont pas les mêmes. Et ce que je cherchais à montrer, c'est que les conventionnels ont ces éco-savoirs. Ils les ont. Ils vont sentir la terre. Ils vont. Là, un agriculteur me disait, ben voilà, quand est-ce que je sais quand on semait le maïs? Il mettait le doigt dans la terre. Il dit, elle est trop froide. Bon, ben voilà, c'est comme ça que j'ai su que quand est-ce qu'on sème le maïs. Et effectivement, le technicien, il écoutait, mais il écoutait un coup oui, un coup non, en fonction de ce qu'il arrangeait, quoi. Mais ce que j'essaie de montrer, et je l'ai dit, c'est que il y a ces éco-savoirs, il y a cette utilisation des sens, mais ils ont perdu la confiance dans ces sens, et dans ce sensoriel, dans ces éco-savoirs. Et à force de leur... Alors, quand je dis ils sont technicistes, ils sont naturalistes, etc., on l'est tous. Hein. On est né en France, on est né dans un contexte social qui fait qu'on est bercé par cette ontologie-là, on n'y peut rien. Je ne suis pas en train de dire c'est des méchants qui cherchent à dompter la nature. Ils sont pas dans cette optique-là. Ils sont nés dans un contexte social qui fait qu'on a ce rapport inconscient à la nature. Et simplement, ces néos de nature et progrès ont l'avantage, quelque part, justement, d'être des néos et de ne pas être de milieu familial, de famille agricole. Donc, ils n'ont pas été bercés par cette vision qu'on a inculquée aux agriculteurs depuis 50 ans, où on leur a dit de faire confiance aux techniques, de faire confiance aux techniciens, de faire confiance à la chimie, parce que voilà, il fallait un minimum de production. Donc ils n'ont pas tout ce passé-là, donc ils peuvent s'en libérer, et donc du coup ils ont des pratiques qui, elles, sont évidemment très différentes.
Mais ce que j'essaie vraiment de montrer, c'est que ces agriculteurs dits conventionnels ont ces capacités-là, mais ils les sous-exploitent, ils les sous-valorisent parce qu'ils n'ont pas assez confiance. Et que c'est pour ça que le biais, l'entrée vers les pratiques agronomiques, c'est de retrouver, de permettre à l'agriculteur de retrouver cette confiance et de revaloriser ces savoirs qui sont là, qui sont latents, mais parce qu'on lui a dit que la chimie, que la technique allait lui permettre d'avoir des bonnes productions. Du coup, il a perdu cette confiance-là. Donc, c'est surtout ça, en fait. Moi, je vois le lien par ce biais-là, quoi. Alors, j'ai encore une... Alors, sur Internet, pour revenir à une question précédente, j'ai une remarque. C'était vis-à-vis de la discussion sur les semences. Donc, un complément, il commande aussi beaucoup de semences sur Biogerme. Donc, voilà, c'est une information de M. Catalonia ou Madame, je ne sais pas. Ensuite, il y a une autre question. Le fossé existant entre la gouvernance globale, la PAC, et la pratique locale n'est-elle pas un frein pour la mise en place des nouvelles pratiques agricoles ? Tu peux relire la question parce que j'ai pas... Le fossé existant entre la gouvernance globale et la pratique locale n'est-elle pas un frein pour la mise en place de nouvelles pratiques agricoles ? Mais une nouvelle pratique dans quel cadre ? Est-ce qu'on peut avoir plus de compléments ? S'il y a d'autres questions. En attendant la réponse. Une autre question pendant que là, on est en train d'avoir le complément de questionnement. Hubert Debon, CIRAD, là. C'était très bien et j'apprécie beaucoup, c'est la dernière phrase lors de votre conclusion, la relation entre la nature et l'agriculteur à retravailler. Mais alors justement, j'ai un peu de... Je vais rester sur ma faim, sur la notion quand vous demandez à l'agriculteur d'expliquer un peu comment il perçoit la terre, c'est un peu, ça me semble un peu succinct. Mais alors, justement, vous avez travaillé avec Stéphane de Tourdonnais. Est-ce qu'avec lui, vous avez essayé d'approfondir les questions, les solutions, tout ça? Je sais pas, vous êtes sociologue, je sais pas si vous avez une formation d'agronome aussi. Et voilà, j'attends des réponses d'agronome, quoi. Voilà. Alors là, je risque de vous décevoir parce que je suis pas agronome. Alors là, la limite, il faudrait vraiment que je fasse une description détaillée des résultats que j'ai eus sur les. Parce que là, c'est vraiment, comme en plus c'est des résultats relativement individuels entre agriculteurs, la perception du sol est très individuelle. Donc là, j'ai essayé de mettre les liens communs aux agriculteurs. Maintenant, la perception des sols est beaucoup basée, comme je l'ai dit, sur le sensible, sur le toucher. Mais moi-même, en fait, j'étais frustrée des réponses que j'avais sur le terrain, puisque ça restait très flou. On restait vraiment dans... ils se débarrassaient un peu du truc en se disant c'est l'intuition, quoi. L'intuition avait un peu bon dos, quoi. Donc j'ai essayé de creuser ça. Maxime Catalonia, dont j'ai parlé, là, qui a fait son mémoire sur le terrain, à creuser avec eux, et là en tant qu'agronome, ces questions-là de description du sol, de qualité du sol, mais on restait sur quelque chose de flou, quoi. Et alors la question, c'est est-ce que parce qu'ils n'ont pas des formations agronomiques, donc forcément il n'y a pas de liens qui se font, est-ce que parce qu'ils n'ont pas justement suffisamment confiance par rapport aux sachants, guillemets, qui venaient sur le terrain et qui leur posaient des questions, ils disaient moi je vais quand même pas lui dire parce que lui il en sait plus que moi. Voilà, il y a toutes ces questions qui sortent et c'est vrai qu'on reste dans le flou. Mais maintenant, du coup, si des questions agronomiques vous intéressent, moi je vous conseille d'aller voir le rapport de Maxime. Peut-être que là vous aurez plus d'éléments agro, quoi. Là, les schémas que j'avais mis là, mais alors là c'est après. Ça, c'est les schémas qu'il a fait.
à partir justement des entretiens où il a analysé en fait les modes de conduite sur 3 critères, les pratiques d'amendement organique, la gestion du mulch et le travail de la terre. Et donc il a essayé d'organiser les agriculteurs en fonction de ces éléments-là. Donc là on a amendement organique, gestion du mulch. Donc là on voit par exemple, en haut à gauche, là on a les traitements sur butte. Et là, c'est plutôt du plein champ. Voilà, donc, et ce qui est intéressant, c'est que là, les pointillés montrent que c'est un même agriculteur qui a à la fois une butte et un plein champ. Et donc, il a 2 représentations différentes du sol, par exemple. Et ça, je trouve ça super intéressant comme résultat. L'autre schéma, il faut jongler entre les... là, c'est travail du sol, amendement organique. Et là, pareil, on a plein champ de ce côté, plutôt butte de l'autre. Voilà, donc c'est le type de résultat qu'il peut avoir. Sachant, et ça le 3e, donc c'est travail du sol, gestion du mulch, donc c'est le même principe. Et ça c'est le schéma qu'il a fait, qui est sur un PowerPoint, mais qui montre en fait la taille, l'épaisseur des flèches, montre la quantité d'agriculteurs qui ont ces pratiques. Voilà, donc si ce genre de réponse peut vous aider, voilà, c'est malheureusement en agronomie tout ce que je peux vous apporter. Oui, c'est pour revenir encore sur la durabilité économique et sociale, et c'est pour revenir sur ce que vous avez mentionné sur l'importance du contexte. Et vous avez dit en début de présentation qu'il y avait très peu de données fournies par l'INSEE. Mais en fait, c'était pour savoir ce que vous pensez. Est-ce que les conditions matérielles d'existence donc de ces agriculteurs déterminent un peu leur perception et leurs intuitions? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des groupes homogènes? Donc a priori non, mais est-ce que vous avez étudié par exemple leur niveau de revenus, leurs activités extra-agricoles, tout ce genre d'informations, par exemple le nombre d'enfants qu'ils ont à charge, et savoir si par exemple voilà, ce contexte social influe sur leur mode de pensée, ou si effectivement ça n'a a priori aucun lien? En fait, j'avais cherché un économiste à l'époque pour travailler sur ces questions-là, pour les creuser. En fait, effectivement, les groupes sont complètement hétérogènes. La seule homogénéité, c'est la volonté d'un certain mode de vie en respect de l'environnement que leur permet justement ce contexte excentré géographiquement. Après, au niveau des agriculteurs interviewés, ils avaient des enfants à charge. Là maintenant, les enfants ont grandi. Au niveau des répartitions du travail, beaucoup ont des conjoints qui ont des activités à l'extérieur, qui leur permet justement d'avoir des hauts et des bas dans les pratiques agricoles. Donc, certains ont des doubles activités, y compris à l'extérieur. Par exemple, l'agriculteur là qui va partir à la retraite, des fois fait des enquêtes, par exemple pour le recensement agricole. Donc effectivement, ils peuvent se permettre, en tous les cas, ils peuvent se permettre ces pratiques un peu par essai-erreur parce qu'ils peuvent avoir des compléments à l'extérieur qui leur permettent d'assurer et de maintenir, même s'ils cherchent à être loin d'un système économique, il faut quand même payer des impôts, des charges, etc. Et voilà, mais ça mériterait effectivement d'être creusé parce que par exemple leur niveau de revenu, ça j'ai aucun moyen de... J'ai pas réussi à avoir accès, quoi. Mais j'ai pas non plus insisté parce que voilà, il y a tellement de pistes que... Bon, oui, bonjour, Hervé Saint-Macary du CIRAD. Merci aussi pour votre présentation, c'était très intéressant. Moi, ma question, elle porte sur l'information dont disposent ces personnes, la façon dont elles la collectent, la façon dont elles prennent leurs décisions, puisqu'on a des savoirs extrêmement localisés finalement, et puis ils ont accès, en tout cas vous avez cité Internet, à une information mondiale, gigantesque. Donc ma question c'est comment est-ce qu'on a regardé comment se faisaient les choix au milieu de toute cette profusion d'informations? Vous avez parlé d'essais-erreurs. Est-ce que c'est basé sur de la confiance? Il y a sans doute le groupe Nature et Progrès, mais il y a sans doute aussi d'autres déterminants dans l'accès à l'information. Et je pense que ça doit être enfin, je sais pas, je pense que c'est quelque chose qui mériterait d'être regardé de près et qu'on retrouve dès qu'il y a innovation, c'est de poser la question de comment est-ce qu'elle
je ne vais pas dire diffuse parce que c'est pas le bon terme, mais comment est-ce que les circuits d'information sont construits, comment est-ce que se fait la confiance? On voit en Afrique des choses extrêmement intéressantes qui sont basées sur des groupes ethniques, par exemple. Et est-ce que vous avez regardé un peu ça? Est-ce que vous avez des éléments d'information là-dessus ou d'explication? C'est un des chantiers à faire. En fait, leur source d'innovation, leur source d'information, il y a donc des formations proposées par Nature et Progrès, donc notamment là, il y avait 2 formations auxquelles j'ai assisté en pédologie, notamment avec une personne qui est dans le Gard, qui a travaillé avant en champ de l'agriculture, qui aujourd'hui est agriculteur depuis un peu moins de 20 ans. Il était en Déméter. Et il a une formation de pédologue, et il insiste beaucoup sur cette formation de pédologue. Et là, il propose des formations, notamment auprès des agriculteurs Nature et Progrès, justement sur la gestion des sols. Donc voilà, ils ont ce type de formation. Beaucoup ont des lectures, alors soit de livres, soit de revues. Là, l'autre jour, je mentionnais donc une revue technique vraiment très poussée qu'un agriculteur, un couple laquelle il est abonné, mais plus pour un peu comme une revue de science-fiction, quoi, parce que pour eux, c'est complètement inenvisageable, et puis bon, c'est pas du tout leur truc. Et Internet, effectivement, rien qu'Internet, comme je disais tout à l'heure, ça mériterait une étude poussée, quoi, parce que alors là-dessus, ils ont vraiment tout, mais ils ont aussi des discussions avec les voisins qui ont le mérite, en fait, de connaître les lieux. Donc de connaître les spécificités des terres. Donc ça les aide beaucoup en fait, pour savoir comment fonctionnaient les sources, est-ce qu'elles s'épuisaient ou pas en été, les différentes spécificités des terrasses, qu'est-ce qui était cultivé sur quelle terrasse. Ça, ce genre de données, ils sont très friands. Certains passent vraiment du temps à chercher ces informations-là, et beaucoup ont du mal d'ailleurs, parce que les personnes ne sont plus là. Mais voilà, ça les aide à mieux connaître leur territoire. Et après, Internet, effectivement, et là-dessus, il faudrait que je passe des heures à côté d'eux pour regarder sur quoi ils cliquent, quoi. C'est à faire. Bonjour, merci pour votre exposé. Moi, c'est Pierre Levert, je suis étudiant à Grosse-Dijon. Et donc, je voulais savoir comment se réapproprier l'enseignement agricole, ces savoirs agroécologiques, ces savoirs qui viennent du terrain, de l'expérience. Et s'il y avait des objectifs de les intégrer au module d'enseignement pour apprendre aux futurs agriculteurs à justement fonctionner en observant tous les indices de la nature et ensuite prendre une décision. Voilà. Alors là, je vais reprendre ma casquette Montpellier Supagro Florac. En fait, on travaille sur le sujet depuis 2009. Où on essaie de les identifier, ces savoirs justement un peu difficiles à cerner, et à réfléchir à comment justement les intégrer dans l'enseignement technique agricole. Et c'est un des gros enjeux en fait actuellement sur le plan enseigner à produire autrement que je mentionnais au début. C'est une des priorités qu'on a à Florac pour justement essayer d'y réfléchir et de voir comment on peut les intégrer dans l'enseignement agricole. Et par exemple là actuellement on fait actuellement depuis quelques années on offre des stages aux enseignants justement pour réfléchir à ces types de savoirs, comment on réintroduit le ressenti, l'observation, et comment on ose les proposer aux élèves. Et ce qui est très difficile, par exemple, c'est offrir en tant qu'enseignant des savoirs qui ne sont pas stabilisés et oser dire aux élèves, je ne sais pas. Surtout que c'est des jeunes qui, 6 mois après, s'installent en exploitation, quoi. Donc là, offrir des savoirs qui ne sont pas stables, qui ne sont pas sûrs à des jeunes, c'est très difficile. Donc là, on est vraiment en train de réfléchir à ça. Donc là, on essaie justement comme tout à l'heure, le biais par l'agronomie, c'est comment on prend une décision en rajoutant un petit côté un peu plus basé, où on accepte, là, tout à l'heure, on accepte un peu plus, avoir confiance dans ses sens, dans ses connaissances locales, dans son ressenti. Donc on est en plein dedans, quoi. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site de Supagro, de l'Institut de Florac. J'ai une question sur Internet de Jean-Marc Barbier. Tu as parlé d'art pour évoquer ce type d'agriculture. On pourrait en dire de même pour les pratiques de jardinage, par exemple. Peux-tu développer un peu cette idée et ce que cela peut signifier, y compris dans la relation à l'agronomie ?
d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'il parle beaucoup aussi de jardin, là-bas, en fait, sur le terrain. Ce qui, du coup, quelque part, les décrédibilise au sens de producteurs de nourriture. Mais là, ça rejoint en fait des questions plus larges au niveau économique. C'est ça qui m'intéresserait d'ailleurs, c'est de questionner le fonctionnement économique de l'exploitation, qui là, du coup, n'est plus sur le format « je produis pour nourrir en grosse quantité, mais je produis pour me fournir moi-même et éventuellement fournir à l'extérieur, mais d'une autre manière ». Enfin bon, là, je m'égare, mais... on est sur l'art, ça rejoint les questions là, auxquelles je viens de répondre sur les savoirs incertains, sur les savoirs non stabilisés, où il faut accepter d'être dans le flou, en fait. Et je crois que l'un des enjeux aujourd'hui en agronomie, c'est d'accepter, d'intégrer du flou dans la rigueur agronomique. Et c'est là où il faut apprendre le dialogue. Et je trouve qu'il y a vraiment des beaux enjeux à essayer d'hybrider ces deux visions qui semblent contradictoires, mais qui pourtant pourraient s'enrichir, vraiment donner des beaux résultats. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond vraiment bien à la question, mais... Et oui, sur place, ils parlent beaucoup de jardins. Et d'ailleurs, ils ont des espaces, en fait, chez eux, les terrasses. Il y a une terrasse qui est vraiment le jardin au sens mélange de plantes aromatiques, médicinales, voire un petit peu de potager. Ils ont le potager plus classique, ils ont le potager pour la production. Voilà, ces différentes zones qui dialoguent. Et ça me renvoie, en fait, à l'observation que j'ai faite, d'ailleurs, dans un stage... avec des profs de l'enseignement agricole, justement, sur ces questions de comment intégrer ces éco-savoirs, il y a un peu moins d'un mois, où j'étais à la ferme du Bec-et-Loing, où justement ces dialogues entre les espaces, entre les différents jardins, pouvaient se faire sur des espaces très réduits, avec une intensivité de production très forte, en fait. Donc c'est la notion de jardin au sens géographique très petit, très réduit, mais avec une productivité très intense. Et là, d'ailleurs, il y a des discussions là, sur les jardins du pourtour parisien, la périphérie parisienne, où ils devaient avoir, de mémoire, 2 ou 3 productions à l'année pour rentabiliser leur terre, tellement les prix de location étaient élevés. Donc on rejoint sur la notion d'intensivité, en fait. Donc là, c'est très flou, en fait, ma réponse, là, mais c'est un peu en mélange, mais... En fait, la notion de jardin, pour moi, il y aurait une notion d'intensivité de la production, de la densité, par exemple, de semences, de semis et de rendement, qui, par exemple, est questionnée au Bec-et-Loing, où, en fait, sur une planche qui, normalement, doit faire, j'ai plus les tailles, mais en fait, ils font en 3 fois plus petit la même capacité de production qu'une planche qui, normalement, est plus grande, où on laisse plus d'espace pour pouvoir déjà circuler, mais aussi parce qu'on est habitué à avoir une certaine densité. Voilà, dans notre culture, on met des carottes tous les X centimètres, alors que là, ils font des semis beaucoup plus serrés, avec un rendement qui est beaucoup plus élevé. Donc c'est quelque chose de plus incertain, de plus flou, mais qui se rapproche plus du jardin, et qui sera une des réponses, en fait, à ces questions. C'est bon, plus de questions. Et on va faire une petite synthèse. Enfin, en tout cas, moi, j'ai perçu trois natures de questionnement. Un autour de l'échange, c'est-à-dire des apprentissages, et de la notion de réseau. Est-ce que c'est parmi cette population, entre individus et réseaux, non seulement par rapport à des connaissances, mais aussi par rapport à des objets, les semences, par exemple. Et ça a été tout un pan du questionnement relatif à ces communautés que vous nous avez décrites. Deuxième, certes, on a traité du rapport à la nature, mais il y a aussi d'autres rapports, des rapports qui sont plutôt à la société. Donc on est la société dans ce que ces gens ont de militants, de société par rapport au local, par rapport au territoire, leur engagement pour faire revivre ces territoires. Et puis bon, on avait une question sur la PAC, c'est-à-dire le poids, en fait, qui relie aussi le contexte économique dans le contexte social, l'autre revenu, mais de quoi ils vivent. C'est-à-dire que certes, ces gens-là ont un engagement agroécologique, mais bon, avec ou sans filet, suivant la relation à la société. Enfin, on a vu l'autre point de vue au travers de différentes questions, qui était en fait cette hybridation de connaissances, mais au service de la recherche et de l'enseignement.
Et là, on a tout un pan de questionnement sur peut-on utiliser, comment est-ce qu'on peut utiliser, avec une réponse tout à fait intéressante qui était la confiance, c'est-à-dire le fait que, et ça, par rapport aux agronomes, on a bien ici l'émergence de populations qui ont confiance en leur sens et en ce que vous décrivez, vous, comme intuition. Et donc, je terminerai par rapport à l'agronomie, oser le flou et l'intuition dans la démarche scientifique. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention qui a été aussi beaucoup discutée avec des questions très intéressantes. Merci à vous. Voilà, donc le mois prochain, nous aurons 3 chercheurs qui vont venir d'Angleterre, de l'université de Cambridge, et qui se joindront à Aude Verwilgen de l'UPR, au système de Pérenne, pour nous présenter des projets assez avancés, enfin en cours ou avancés, sur la recherche de compromis entre biodiversité, fonctionnement des écosystèmes et productivité. Alors c'est une approche paysagère qui se passera dans le contexte de la culture du palmier à huile. Merci. Le rendez-vous, c'est le 9 juin, mardi 9 juin.